Le millionnaire sans cœur a forcé la serveuse à jouer du piano lors d'une fête de luxe pour l'humilier. Pourtant, lorsqu'elle a commencé à jouer, elle a ébloui tout le monde par son talent. Le réveil sonna à 5h30. Comme tous les matins depuis 3 ans, Manon Gauthier éteignit l'alarme d'un geste las et resta quelques secondes immobile dans son lit étroit, écoutant le silence de l'appartement, à travers les volets mal ajustés. Les premières lueurs de l'aube lyonnaise filtraient déjà, dessinant des traits dorés sur le mur défraîchi. « Mamie !» appela-t-elle doucement, en enfilant ses pantoufles. Pas de réponse. André Roussel, elle avait pris ce nom quand elle l'avait recueilli, devait encore dormir. À 70 ans, elle avait gagné le droit de faire la grasse matinée. Surtout avec ses rhumatismes qui empiraient chaque hiver, Manon se dirigea vers la cuisine, évitant soigneusement le salon où trônait, depuis 15 ans, ce piano droit recouvert d'un drap blanc. Elle ne le regardait jamais directement, comme si l'instrument était une bête endormie qu'il ne fallait surtout pas réveiller. Pourtant, parfois, quand elle passait devant, ses doigts se contractaient involontairement, et elle sentait cette démangeaison familière au creux de sa main gauche. Là où la cicatrice en forme de croissant de lune se rappelait à son bon souvenir, le café passa lentement dans la vieille cafetière italienne. Manon profita de ces quelques minutes pour réviser ses tables. Elle travaillait au papillon bleu depuis 8 mois maintenant, et Monsieur Dubois comptait sur elle pour le service du midi. C'était un bon boulot, même si les pourboires n'étaient pas extraordinaires. Au moins, cela suffisait pour payer le loyer et les médicaments d'André. « Tu es déjà debout, ma chérie ?» La voix chaleureuse de mamie André la fit sourire. La vieille dame apparut dans l'encadrement de la porte, ses cheveux gris encore ébouriffés par la nuit, mais ses yeux bleus pétillants déjà de cette malice qui ne la quittait jamais, comme d'habitude, répondit Manon en l'embrassant sur la joue. « Tu as bien dormi ? Oh, tu sais, à mon âge. Mais dis-moi, tu n'as pas oublié que Madame Hélène doit passer ce matin ?» Manon fronça les sourcils. Hélène Moreau dirigeait la petite entreprise de traiteur où André avait travaillé pendant des années avant sa retraite. Elles étaient restées proches. Mais ses visites matinales étaient rares. Elle a dit pourquoi. « Une proposition de travail pour toi, je crois. Tu sais comme elle apprécie ton sérieux. » Manon versa le café dans 2 tasses dépareillées et s'assit face à André. La lumière du matin révélait les rides qui s'étaient creusées ces derniers mois autour des yeux de la vieille dame. Elle vieillissait. C'était indéniable. Et cette pensée serrait le cœur de Manon. André était tout ce qu'il lui restait au monde. Sa bouée de sauvetage depuis cette nuit terrible où tout avait basculé. Les souvenirs remontaient toujours par bribes, comme des éclats de verre brisés, une voiture qui dérapait sur la chaussée mouillée, des cris, le métal qui se tordait, et puis le noir, le réveil à l'hôpital, la main bandée, et cette infirmière aux yeux doux qui lui murmurait « Tout va bien, ma puce, je vais m'occuper de toi ». André l'avait sauvée, littéralement, quand aucune famille n'était venue la réclamer, quand les services sociaux parlaient d'orphelinat. Cette femme qu'elle connaissait à peine avait fait l'impossible pour l'adopter. « Tu avais l'air si perdu », lui avait-elle expliqué des années plus tard, comme un petit oiseau tombé du nid. « À quoi tu penses, ma chérie ?» La voix d'André la ramena au présent. Manon réalisa qu'elle fixait sa main gauche. Là où la cicatrice formait ce croissant pâle qui ne disparaîtrait jamais, « À rien d'important, je ferais mieux de me préparer pour le travail. » Elle se leva pour rincer sa tasse, mais André l'arrêta d'un geste. « Manon, tu sais que tu peux me parler de tout, n'est-ce pas ?» Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, une urgence contenue que la jeune femme n'arrivait pas à définir, mais avant qu'elle puisse répondre, la sonnette de l'entrée retentit. « Ce doit être Hélène », dit André en se levant avec difficulté. Madame Hélène Moreau entra comme un tourbillon, ses cheveux courts impeccablement coiffés malgré l'heure matinale. À 55 ans, elle avait cette énergie débordante des femmes qui ont bâti leur entreprise à la force du poignet. « Bonjour ma belle », lança-t-elle à Manon en la serrant contre elle. « J'ai une proposition qui va t'intéresser. » Elles s'installèrent autour de la petite table de cuisine et Hélène sortit une élégante invitation de son sac. « Samedi prochain, grande soirée de gala, Benoît Laville. Tu connais, le magnate de l'immobilier. Il organise une réception pour célébrer son nouveau projet. Mes équipes habituelles sont déjà prises et j'aurais besoin de quelqu'un de confiance pour le service, c'est très bien payé. » Manon examina l'invitation dorée. Le nom de Benoît Laville ne lui disait rien,
Mais le montant proposé lui fit écarquiller les yeux. C'est beaucoup. C'est du grand luxe, ma chérie. Villa somptueuse dans le quartier de la Croix-Rousse, champagne à volonté, et tout ce que Lyon compte de personnalités importantes. Une expérience unique. Manon hésitait. Elle n'avait jamais travaillé dans ce genre d'événement huppé. Sa place était plutôt dans les petits bistrots familiaux, pas au milieu des grands de ce monde. Je ne sais pas si je suis la personne qu'il faut. Mais si, intervint André avec une véhémence qui surprit les deux femmes. Tu es parfaite pour ça, ma chérie. Et puis... Elle s'interrompit, comme si elle allait dire quelque chose d'important, puis se ravisa. Et puis quoi, mamie? Et puis ça te fera du bien de sortir un peu de ta routine? Hélène acquiesça vigoureusement. Exactement. Et qui sait? Peut-être que ça t'ouvrira de nouvelles perspectives? Il y avait quelque chose dans l'échange de regards entre les deux femmes qui intriguait Manon, comme si elles partageaient un secret qu'elles ne pouvaient pas révéler. D'accord, finit-elle par dire. J'accepte. Le sourire d'Hélène s'élargit, et Manon crut voir une lueur de soulagement dans ses yeux. Parfait, je t'envoie tous les détails par SMS. Tenue noire impeccable, sourire professionnel, et surtout, sois toi-même. Après le départ d'Hélène, un silence étrange s'installa dans l'appartement. André regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées, et Manon ne pouvait s'empêcher de ressentir cette sensation bizarre qui l'accompagnait depuis son réveil. Comme si quelque chose d'important allait se produire. En partant travailler, elle évita une fois de plus de regarder le piano. Mais aujourd'hui, plus que d'habitude, elle sentait sa présence, comme s'il l'attendait. Dans la rue, elle glissa instinctivement sa main dans sa poche et caressa la petite partition froissée qu'elle gardait toujours avec elle. Cœur de minuit, était-il écrit en haut de la page, d'une écriture élégante qu'elle ne reconnaissait pas mais qui lui semblait familière. Elle l'avait trouvé dans ses affaires après l'accident. Et malgré tous ses efforts pour l'oublier, elle n'arrivait pas à s'en séparer. Le métro l'emporta vers le centre-ville. Et avec lui, vers un samedi qui changerait tout, le bureau de Benoît Laville occupait tout le dernier étage de la tour In-City, offrant une vue panoramique sur Lyon, qui s'étendait à ses pieds comme un territoire conquis. Derrière la baie vitrée, la ville semblait minuscule, ses habitants réduits à des fourmis, s'agitant dans un labyrinthe qu'il contrôlait de sa main de fer. « Monsieur Laville !» La voix de sa secrétaire résonna dans l'interphone. « Monsieur Weber est arrivé. Faites-le entrer, Clara. » André Weber pénétra dans le bureau avec l'assurance d'un homme habitué aux négociations internationales. Grand, élégant, la soixantaine distinguée, il incarnait exactement le type d'investisseur européen que Benoît recherchait pour son nouveau projet. « Monsieur Weber, quel plaisir de vous recevoir enfin. » Les deux hommes se serrèrent la main, jaugeant mutuellement leur adversaire. Benoît avait appris depuis longtemps à décrypter les gens en quelques secondes. C'était une question de survie dans son métier. Votre projet m'intéresse beaucoup. Monsieur Laville, transformer tout un quartier historique en complexe commercial moderne, c'est ambitieux. L'ambition, c'est ce qui sépare les visionnaires des rêveurs, répondit Benoît en l'invitant à s'asseoir. Lyon a besoin de modernité. Ces vieux bâtiments ne servent plus à rien. Il déroula les plans sur sa table de verre, pointant du doigt le périmètre concerné. Au centre du projet, un petit bâtiment était cerclé de rouge, et ce conservatoire, demanda Weber en désignant la marque, un vestige du passé. Le propriétaire était récalcitrant, mais les problèmes se règlent toujours, d'une manière ou d'une autre. Un sourire froid étira les lèvres de Benoît. 15 ans plus tard, il éprouvait encore une satisfaction profonde en repensant à Antoine Gauthier, ce petit professeur de piano prétentieux qui avait osé lui tenir tête 15 ans plus tôt. Je ne vendrai jamais. Antoine Gauthier se dressait face à lui, le visage rougi par la colère. Ce conservatoire appartient à ma famille depuis 3 générations. Benoît avait gardé son calme, comme toujours. La violence directe était pour les amateurs. Lui préférait des méthodes plus raffinées. Monsieur Gauthier, soyez raisonnable, mon offre est généreuse. Généreuse, vous voulez raser un patrimoine culturel pour construire un centre commercial ? Je veux donner à Lyon l'avenir qu'elle mérite. Vos petites leçons de piano n'y changeront rien. Antoine s'était levé, tremblant de rage. Sortez de chez moi et ne revenez jamais. Retour au présent. Il avait suffi de quelques coups de téléphone, une inspection sanitaire inattendue, des problèmes administratifs, des créanciers soudainement pressés. En 6 mois, Antoine Gauthier était ruiné. Mais cela n'avait pas suffi à Benoît. Il fallait un exemple.
L'accident avait été si bien orchestré. Une nuit pluvieuse, une route de montagne, des freins défaillants, qui auraient pu soupçonner quoi que ce soit. Monsieur Laville, la voix de Weber le ramena au présent. Il réalisa qu'il fixait les plans avec un sourire qui avait dû paraître inquiétant. « Pardonnez-moi, je repensais aux défis techniques du projet. Où en étions-nous » Ils passèrent l'heure suivante à discuter finances et planning. Weber posait des questions précises, pertinentes, qui révélaient une connaissance approfondie du marché immobilier français. Benoît appréciait les adversaires à sa hauteur. « Pour samedi soir, reprit Weber, vous avez prévu quelque chose de spécial. J'ai cru comprendre que cette soirée marquerait le lancement officiel. » « Exactement. Tout Lyon sera là, et j'ai prévu une petite surprise pour marquer l'occasion. » Benoît se leva et se dirigea vers une alcôve dissimulée derrière un paravent japonais. D'un geste théâtral, il révéla un piano à queue noire, magnifiquement restauré. « Splendide !» commenta Weber d'une voix étrangement tendue. « N'est-ce pas ? Il appartenait à l'ancien propriétaire du conservatoire, un piano Pleyel de 1895, une pièce exceptionnelle. Je l'ai fait restaurer après sa mort. » Weber s'approcha de l'instrument, effleura les touches avec une délicatesse surprenante. « Vous jouez ? » ?»« Pas du tout, mais j'apprécie les beaux objets, surtout quand ils ont une histoire particulière. » »« Quelle histoire ? » ?»« Oh, rien d'extraordinaire. Le propriétaire était musicien. Il est mort dans un accident avec sa femme. Tragique, vraiment. » Benoît mentait avec la facilité d'un homme qui avait fait de la duperie un art. Weber acquiesça gravement. Mais il y avait quelque chose dans son regard que Benoît n'arrivait pas à identifier. « Et samedi, vous comptez faire jouer quelqu'un. J'improviserai. Il y aura sûrement quelqu'un dans l'assistance. » La porte du bureau s'ouvrit et Émilie Laville fit son entrée. À 32 ans, elle incarnait parfaitement l'épouse du magnate. Blonde platine, silhouette de mannequin, vêtements de créateur, belle à tomber et froide comme un bloc de marbre. « Chérie, tu as oublié notre rendez-vous chez le joaillier ?» Sa voix avait cette inflexion légèrement blasée des femmes qui s'ennuient dans leur vie dorée. Benoît réprima un soupir d'agacement. « Émilie, je te présente André Weber, notre investisseur européen. André, voici ma femme. » Weber se leva galamment et baisa la main d'Émilie avec un charme désuet qui la fit sourire. La première émotion sincère que Benoît lui voyait depuis des mois. « Enchantée, madame. Votre mari me parlait justement de votre soirée de samedi. »« Oh, vous serez des nôtres. Parfait. Benoît organise toujours des événements somptueux, n'est-ce pas, chérie ?» Le sourire qu'elle adressa à son mari était d'une fausseté consommée. Leur mariage ressemblait à une pièce de théâtre jouée par deux acteurs blasés qui ne supportaient plus leur rôle. Ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt, lors d'une vente aux enchères. Elle, fille de bonne famille désargentée, cherchait un mari riche, lui avait besoin d'une épouse présentable pour sa respectabilité sociale. Un arrangement parfait, sans sentiment parasite. « Je vous laisse, messieurs, à samedi soir. » Monsieur Weber. Émilie sortit dans un nuage de parfums hors de prix, laissant derrière elle ce silence légèrement gêné qui suivait toujours ses apparitions. « Votre femme est charmante, » dit Weber avec diplomatie. « Émilie a beaucoup de qualités, » répondit Benoît d'un ton neutre qui n'engageait à rien. Ils conclurent leur entretien par les détails pratiques. Weber logeait au Grand Hôtel Dieu. Benoît enverrait une voiture le chercher samedi soir. Tout était réglé comme du papier à musique. Seul dans son bureau, Benoît retourna vers le piano. Il posa ses mains sur le couvercle, sentant sous ses paumes la surface lisse et froide. 15 ans plus tard, l'instrument gardait encore l'odeur particulière de la cire d'abeille qu'Antoine utilisait pour l'entretenir. Il se souvenait parfaitement de cette soirée où il était allé le récupérer dans les décombres du conservatoire. Les équipes de démolition avaient reçu l'ordre de le préserver. Benoît tenait à son trophée. D'ailleurs, samedi soir, il comptait bien le faire sonner, histoire de marquer symboliquement la victoire définitive du progrès sur le passé. Il ne savait pas encore qui jouerait, mais peu importait. L'essentiel était le geste. Son téléphone vibra, un message de Clara. Dernier détail confirmé pour samedi, l'équipe de Madame Moreau sera là dès 17h. Parfait. Hélène Moreau dirigeait le meilleur service traiteur de Lyon. Avec elle, pas de mauvaise surprise. Par la baie vitrée, le soleil déclinait sur la ville. Dans 3 jours, tout Lyon découvrirait son nouveau projet. Dans 3 jours, il effacerait définitivement les dernières traces d'Antoine Gauthier.
Benoît Laville sourit. Il ignorait encore que le destin avait décidé de jouer sa propre partition. Clara Deveau tapait méthodiquement sur son clavier, ses doigts fins dansant sur les touches avec la précision d'une pianiste. À 27 ans, elle incarnait la secrétaire parfaite, efficace, discrète, invisible. Personne chez Laville Immobilier ne soupçonnait que derrière cette façade se cachait Noémie Gauthier, la plus jeune des 3 sœurs, celle qui avait disparu dans les méandres de l'assistance publique. « Clara, vous avez les derniers contrats pour le projet Croix-Rousse. » La voix de Benoît la fit sursauter. Même après 3 ans à ses côtés, elle ne s'habituait pas à sa présence. Chaque jour, elle devait puiser dans ses réserves de self-control pour ne pas laisser transparaître la haine qui la rongeait. Bien sûr, Monsieur Laville, tout est prêt pour la signature. Elle lui tendit le dossier avec un sourire professionnel parfaitement maîtrisé. Leurs mains se frôlèrent une seconde et elle réprima un frisson de dégoût. Cet homme avait tué ses parents. Cet homme dormait chaque nuit près d'Émilie sans savoir qu'elle était sa belle-sœur. L'ironie de la situation aurait pu être comique si elle n'était pas si tragique. Benoît repartit vers son bureau, et Clara, Noémie, se permit quelques secondes pour respirer profondément, dans le tiroir secret de son bureau, dissimulé derrière une fausse cloison qu'elle avait installée elle-même, se trouvait une chemise cartonnée. 3 années de patience, 3 années à collecter preuves, documents compromettants, enregistrements, tout ce qu'il fallait pour envoyer Benoît Laville en prison. Son téléphone vibra discrètement. Un message de grand-père Albert, le code qu'ils utilisaient pour leur communication. RDV habituel, 18h, nouvelles importantes. Le cœur de Noémie s'accéléra. André Weber, Albert Garnier de son vrai nom, était le seul lien qui la rattachait encore à sa vraie famille, quand elle avait émergé du système des foyers à 18 ans, déterminée à retrouver ses sœurs et à venger ses parents. Elle était tombée sur cet homme mystérieux qui menait la même quête qu'elle. Il lui avait fallu des mois pour lui faire confiance, puis il avait révélé la vérité. Il était le père d'Élodie Gauthier, leur mère, son grand-père, celui qui avait abandonné sa fille des années plus tôt et qui tentait depuis de racheter ses erreurs. À 18h précises, Noémie poussa la porte du petit café de la rue Mercière. Albert l'attendait dans leur box habituelle, au fond de la salle, là où personne ne pourrait les entendre. À 68 ans, il avait cette prestance naturelle des hommes qui avaient dirigé de grandes entreprises, mais ses yeux portaient le poids de tous ses regrets. « Bonsoir, ma chérie. » Il l'appelait toujours ainsi, avec cette tendresse maladroite d'un homme qui découvrait la paternité sur le tard. Noémie s'assit face à lui, remarquant immédiatement sa nervosité inhabituelle. « Que se passe-t-il ? Vous avez l'air. »« J'ai du nouveau sur tes sœurs. » Le cœur de Noémie s'arrêta. Depuis 3 ans qu'il cherchait, il n'avait trouvé que des pistes mortes. Manon et Émilie avaient disparu dans la nature après la tragédie. « Raconte-moi tout. » Albert sortit une photo de sa poche, un cliché pris de loin. Visiblement avec un téléphone, on y voyait une jeune femme brune, servant dans un restaurant. Elle s'appelle Manon Gauthier. Elle travaille au Papillon Bleu, dans le 2e arrondissement. Et regarde, il zooma sur l'image, révélant la main gauche de la jeune femme. Même floue, la cicatrice en forme de croissant était visible. Mon Dieu, c'est elle, c'est vraiment elle. Les larmes montèrent aux yeux de Noémie, Manon, sa grande sœur, celle qui la protégeait quand elles étaient petites, celle qui lui racontait des histoires avant de dormir, et l'autre, Émilie. Le visage d'Albert se durcit. C'est là que ça devient compliqué. Il sortit une autre photo, tirée d'un magazine People, une blonde élégante au bras d'un homme en smoking lors d'une soirée de gala. Émilie Laville, née Dubois, épouse de Benoît, termina Noémie dans un souffle. Elle a été adoptée par la famille Dubois quand elle avait 10 ans. Ils ont changé son nom, son histoire. Elle a grandi dans un milieu bourgeois, sans savoir qui elle était vraiment. Et il y a 5 ans, elle a épousé l'assassin de nos parents. Un silence pesant s'installa. L'ironie du sort dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. « Elle sait ?» demanda finalement Noémie. « J'en doute. Les Dubois ont fait du bon travail pour effacer son passé. Elle n'a probablement aucun souvenir de sa vraie famille. Et samedi, cette soirée de gala, c'est notre chance. Nos 3 ans de patience vont enfin porter leurs fruits. » Albert lui expliqua son plan, grâce à ses contacts. Il avait réussi à se faire inviter comme investisseur potentiel. Le fameux André Weber, c'était lui, pendant ce temps,
Grâce à une coordination parfaite avec Hélène Moreau, qui était dans le secret depuis le début, Manon serait présente comme serveuse. Hélène est au courant. Hélène était l'amie d'André Roussel. Quand cette dernière a recueilli Manon, elle lui a tout raconté. Elles attendent ce moment depuis 15 ans. Le puzzle se mettait en place. Noémie réalisa soudain l'ampleur de la conspiration qui se tramait depuis des années. « Attendez, André Roussel. Ce nom me dit quelque chose. André Gauthier. La sœur d'Antoine, votre père, elle a pris un faux nom pour protéger Manon. Notre tante, elle est vivante, très vivante, et déterminée à obtenir justice, comme nous tous. » Noémie sentit ses jambes flageoler, toutes ces années à se croire seule. Et il y avait eu une famille qui veillait, qui préparait, qui attendait le bon moment. « Il y a autre chose, » reprit Albert. « Nicolas Barrault sera présent samedi soir, le maestro, l'ancien ami de ton père, celui qui l'a formé au conservatoire. Il sait tout, lui aussi. » La jeune femme porta ses mains à sa bouche. « Vous étiez tous là, depuis le début. Nous attendions le moment parfait. Il fallait que Benoît se sente en sécurité, qu'il baisse sa garde, et il fallait réunir assez de preuves pour l'envoyer en prison à vie. » Albert posa sa main sur celle de sa petite fille. « Samedi soir, ma chérie, justice sera rendue. Les 3 sœurs Gauthier seront enfin réunies. Et Benoît Laville paiera pour ce qu'il a fait. Et s'il reconnaît Manon, s'il fait le lien, il ne la reconnaîtra pas. Pour lui, les filles Gauthier sont mortes dans l'accident avec leurs parents. Il n'imagine même pas qu'elles ont pu survivre. Son arrogance sera sa perte. » Ils passèrent l'heure suivante à peaufiner les derniers détails. Noémie devait continuer à jouer son rôle de secrétaire parfaite jusqu'au bout. Le signal de déclenchement viendrait de Nicolas, une pièce musicale spécifique que Manon reconnaîtrait forcément en quittant le café. Noémie sentait un mélange d'excitation et de terreur l'envahir dans 3 jours. Elle reverrait ses sœurs pour la première fois depuis 15 ans, dans 3 jours. Elle pourrait enfin arrêter de mentir, de se cacher, de faire semblant, de retour chez elle, dans son petit studio spartiate. Elle ouvrit le tiroir de sa commode et en sortit une photo jaunie, 3 petites filles en robe d'été. Bras dessus, bras dessous devant un piano, Manon au centre, Émilie à droite et elle-même à gauche, avec ses 2 dents de devant qui manquaient. « Bientôt, mes sœurs, » murmura-t-elle en embrassant la photo. « Bientôt, nous serons à nouveau réunis. Dans 3 jours, le piano d'Antoine Gauthier résonnerait à nouveau. Mais cette fois, ce serait pour chanter la justice et les retrouvailles. » Noémie ferma les yeux et se permit de rêver à ce moment où elle pourrait enfin dire la vérité, où elle pourrait enfin redevenir elle-même. La Villa Laville se dressait dans la lumière dorée du couchant comme un château de conte de fées moderne. Nichée sur les hauteurs de la Croix-Rousse, elle dominait Lyon de sa splendeur ostentatoire, façade de pierre blonde, jardin à la française, et cette terrasse panoramique où se pressaient déjà les invités dans leurs plus beaux atours. Manon ajusta son tablier noir pour la 10e fois en 1 minute. L'équipe d'Hélène s'activait dans les cuisines comme une machine bien huilée, mais elle se sentait complètement déplacée dans cet univers de luxe. Les autres serveurs évoluaient avec une aisance naturelle. Habituée à ce genre d'événement, elle avait l'impression d'être un imposteur. « Tout va bien. »« Ma belle. » Hélène apparut à ses côtés, resplendissante dans son tailleur noir strict. Un peu impressionnée, avoua Manon. « Je n'ai jamais vu autant de fric étalé, » compléta Hélène avec un sourire ironique. « Oui, la ville ne fait jamais dans la demi-mesure. Mais ne t'en fais pas, ce sont des gens comme les autres. » Enfin, presque. Il y avait quelque chose d'étrange dans le ton d'Hélène. Une tension sous-jacente que Manon n'arrivait pas à identifier, mais avant qu'elle puisse poser des questions, on l'envoyait déjà sur la terrasse avec un plateau de champagne. La soirée battait son plein. Tout Lyon qui comptait était là. Hommes politiques, chefs d'entreprise, artistes en vue, les conversations fusaient en plusieurs langues, ponctuées d'éclats de rire cristallins et du tintement des verres. Manon slalomait entre les groupes, invisible malgré sa présence constante, le privilège des serveurs dans ce genre de mondanité. « Mademoiselle », une voix l'interpella. Un homme élégant, la 60aine distinguée, lui souriait avec bienveillance. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux bleus, mais elle ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. « Champagne », proposa-t-elle en présentant son plateau. « Volontiers. Vous êtes nouvelle dans l'équipe de Madame Moreau. »« Oui, c'est ma première fois dans ce genre d'événement. » L'homme la dévisageait avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à graver ses traits dans sa mémoire. «
André Weber, se présenta-t-il en tendant la main. Et vous êtes ? Manon. Manon Gauthier. Elle vit quelque chose passer dans son regard. Une émotion fugace qu'elle n'identifia pas. Mais déjà, il reprenait contenance. Ravi de vous rencontrer, Manon. Passez une excellente soirée. Il s'éloigna, la laissant avec cette sensation bizarre d'avoir vécu un moment important sans en comprendre la portée. La soirée progressait, et Manon commençait à trouver son rythme, quand Benoît Laville monta sur l'estrade improvisée au centre de la terrasse. Grand, imposant, il dégageait cette autorité naturelle des hommes, habitués à commander. À ses côtés, une femme blonde d'une beauté glaciale, son épouse sans doute, affichait ce sourire de convenance des premières dames. « Mes chers amis », la voix de Benoît porta sans effort sur l'assemblée. « Merci d'être venus célébrer avec nous le lancement de notre nouveau projet. » Il déroula ses plans avec la passion d'un visionnaire, décrivant la transformation du vieux quartier en complexe moderne. Manon l'écoutait distraitement. Jusqu'à ce qu'il mentionne le conservatoire, ce bâtiment vétuste sera enfin remplacé par des commerces qui donneront vie au quartier. Fini le temps où une poignée de nostalgiques freinèrent le progrès. Quelque chose se serra dans la poitrine de Manon, sans savoir pourquoi. Ces mots la blessaient personnellement. Et pour marquer ce moment historique, j'ai une surprise. Benoît fit un geste théâtral, et des employés poussèrent un piano à queue sur la terrasse. L'instrument était magnifique, noir laqué, étincelant sous les lumières. Mais dès qu'elle le vit, Manon sentit ses jambes se dérober. Ce piano, elle le connaissait, les images défilèrent dans sa tête par flash, ses petites mains sur ses mêmes touches, une voix d'homme qui l'encourageait, l'odeur de cire d'abeille et de vieux bois. Des souvenirs enfouis depuis 15 ans remontaient à la surface avec une violence inouïe. Ce splendide Pleyel appartenait au conservatoire, continua Benoît. Il a survécu à la démolition et je l'ai fait restaurer pour lui donner une seconde vie. Il se tourna vers l'assemblée avec un sourire prédateur. Il nous faut maintenant quelqu'un pour le faire chanter, qui parmi vous joue du piano. Un silence gêné accueillit sa demande. Les invités échangeaient des regards embarrassés. Personne n'osant se proposer. « Voyons, il doit bien y avoir un mélomane parmi nous. » Le regard de Benoît balaya l'assistance et tomba sur Manon, figée près du bar avec son plateau vide. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans le décor. Mais il était trop tard. « Vous, la petite serveuse, approchez-vous. » Tous les regards convergèrent vers elle. Manon sentit ses joues s'enflammer, ses mains trembler. Elle secoua faiblement la tête. « Je ne sais pas jouer, monsieur. Allons donc. On ne refuse pas une invitation de Benoît Laville. » Il descendit de l'estrade et s'approcha d'elle avec ce sourire carnassier qui avait fait sa réputation dans les négociations. L'assemblée commençait à trouver la scène amusante. Juste quelques notes, pour nous faire plaisir. Quel mal y a-t-il ? Manon recula instinctivement, mais André Weber apparut soudain à ses côtés. « Monsieur Laville, peut-être que la demoiselle préfère. »« Monsieur Weber ?» Benoît l'interrompit d'un ton sec. « J'ai promis du spectacle à mes invités. Cette petite va nous jouer quelque chose. N'est-ce pas, ma belle ?» Il avait saisi le bras de Manon avec une poigne ferme, pas assez forte pour faire mal, mais suffisante pour lui faire comprendre qu'elle n'avait pas le choix. L'humiliation publique était son sport favori. « Je vous assure que je ne sais vraiment pas. Mais si, allez, un petit effort. » Il l'entraîna vers le piano sous les applaudissements moqueurs de certains invités. Manon se retrouva devant l'instrument, les jambes en coton, le cœur battant à tout rompre. Le piano était encore plus beau de près. Les touches d'ivoire reflétaient les lumières de la soirée, et cette odeur lui rappelait quelque chose d'important, quelque chose qu'elle avait perdu. « Nous attendons », lança Benoît en croisant les bras. Manon posa ses mains tremblantes sur le clavier, au contact des touches. Une décharge électrique remonta le long de ses bras. Ses doigts se positionnèrent automatiquement, comme guidés par une mémoire corporelle enfouie. Et là, dans cette position, elle sut, ce n'était pas n'importe quel piano. C'était le piano, celui de son enfance, celui où elle avait appris à jouer, celui devant lequel elle s'asseyait avec. « Papa !» Le mot lui échappa dans un souffle. Personne ne l'entendit, mais André Weber, qui s'était rapproché, blêmit soudainement. La colère monta en elle comme une vague déferlante. Cet homme, ce Benoît Laville, possédait le piano de son père. Comment était-ce possible ? Et pourquoi cette mise en scène cruelle ? Ses mains se mirent à trembler, mais cette fois, ce n'était plus de peur.
C'était de rage. « Alors, insista Benoît, on nous joue quelque chose. » Manon leva les yeux vers lui, pour la première fois de la soirée. Elle le regarda vraiment. Et dans ce regard, quelque chose d'ancestral se réveilla. « D'accord, » dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus. « Je vais vous jouer quelque chose. » Ses doigts trouvèrent les premières notes de Cœur de minuit. La mélodie s'éleva dans la nuit lyonnaise, pure et déchirante, chargée de toute la douleur et l'amour qu'elle portait depuis 15 ans. Dans l'assistance, Nicolas Barrault laissa tomber sa coupe de champagne. Les premières notes de Cœur de minuit s'élevèrent dans l'air comme un fantôme musical ressuscité. Manon ne jouait plus. Elle se souvenait. Ses doigts couraient sur les touches avec une fluidité retrouvée. 15 années de silence brisé, d'un coup par cette mélodie qui coulait en elle comme du sang. La terrasse s'était figée. Les conversations s'éteignaient une à une. Les vers restaient suspendus à mi-chemin des lèvres. Cette musique avait quelque chose d'hypnotique, de bouleversant, qui touchait directement l'âme sans passer par la raison. Benoît Laville recula d'un pas, le sourire narquois effacé de son visage. Il ne s'attendait pas à ça, cette mélodie. Il l'avait déjà entendue quelque part, longtemps auparavant, mais où, dans l'assistance, Nicolas Barrault sentit ses jambes fléchir. Sa coupe de champagne explosa en 1000 morceaux sur le sol carrelé, mais il ne l'entendit même pas, cette composition. Mon Dieu! Cette composition, c'était celle d'Antoine, son élève le plus doué, son ami le plus cher, Cœur de minuit. La pièce qu'il avait écrite pour ses 3 filles, celle qu'il ne jouait que pour elles. Mais comment cette petite serveuse pouvait-elle la connaître? Nicolas dévisagea intensément la jeune femme. Brune, 25 ans environ, cette façon particulière de pencher la tête quand elle se concentrait, et surtout, cette manière unique d'interpréter la mélodie, avec ces petites variations que seul quelqu'un ayant vécu avec le compositeur pouvait connaître. Son cœur s'emballa. Non, c'était impossible. C'était... Les filles Gauthier étaient mortes dans l'accident. Il avait assisté à l'enterrement. Il avait vu les 3 petits cercueils blancs, puis il aperçut la cicatrice, sur la main gauche de la pianiste, cette marque en forme de croissant de lune qui brillait sous les lumières, exactement comme celle qu'avait la petite Manon après l'accident. Nicolas porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Elle était vivante. Manon Gauthier était vivante. À quelques mètres de là, André Weber, Albert Garnier, serrait les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Tout se déroulait exactement comme prévu. Mais entendre cette mélodie, voir sa petite fille jouer le morceau de son père assassiné sur le piano volé, la rage et l'émotion se disputèrent son cœur. Il croisa le regard de Nicolas. Le vieux maestro avait compris, lui aussi, leurs années de planification touchaient à leur but. Mais c'est Émilie Laville qui eut la réaction la plus violente. Dès les premières mesures, quelque chose d'inexplicable s'était produit en elle. Cette mélodie, elle la connaissait, pas consciemment, mais au plus profond de ses cellules. Comme si chaque note réveillait une mémoire enfouie, elle porta instinctivement la main à sa tempe, où une migraine soudaine venait d'exploser. Les images défilaient dans sa tête par flashs désordonnés, une chambre d'enfant baignée de soleil, 3 lits jumeaux, une voix d'homme qui fredonnait cette mélodie pour les endormir. « Papa ». Le mot lui échappa dans un souffle inaudible. Émilie chancela, rattrapée de justesse par un invité prévenant, mais elle ne le remercia pas, toute son attention focalisée sur la pianiste. Cette fille, pourquoi lui rappelait-elle quelque chose? Et cette façon de jouer, cette expression concentrée et tendre à la fois. Puis elle vit la cicatrice, ce croissant de lune pâle sur la main gauche. Émilie baissa machinalement les yeux vers sa propre main, celle qu'elle cachait toujours sous des bagues et du fond de teint. Sa cicatrice était identique. Les flashs se précipitèrent. Une voiture qui dérapait, des cris, le métal qui se tordait, et avant ça, bien avant, 3 petites filles qui se tenaient la main devant un piano noir, 3 sœurs qui partageaient tout, les rires, les secrets, et ces mêmes cicatrices gagnées en tombant ensemble de l'arbre du jardin. Manon, cette fois, elle avait parlé à voix haute. Plusieurs personnes se tournèrent vers elle, intriguées par son teint livide et ses yeux hagards. « Madame Laville, ça va ?» s'inquiéta une connaissance, quiéta. Émilie ne répondit pas. Elle se frayait un chemin vers le piano, bousculant les invités sans s'excuser. Il fallait qu'elle voie de plus près, qu'elle s'assure que ses yeux ne lui jouaient pas des tours. Au piano,
Manon attaquait le passage le plus délicat de la composition. Ses doigts dansaient sur les touches, avec une maîtrise qui laissait l'assistance bouche bée. 15 ans de silence n'avaient pas altéré sa technique, comme si la musique avait continué à vivre en elle, patiente, attendant le bon moment pour ressurgir. Dans cette mélodie, elle mettait toute sa douleur d'orpheline, toute sa nostalgie d'une enfance brisée, mais aussi tout son amour pour ce père dont elle commençait à retrouver le visage. Car jouer Cœur de minuit, c'était comme dialoguer avec lui par-delà la mort. Les larmes coulaient librement sur ses joues, mais elle ne s'arrêtait pas. Il fallait qu'elle aille jusqu'au bout, qu'elle honore la mémoire de celui qui lui avait transmis ce don. Benoît, lui, avait enfin identifié la mélodie. Cette composition, il l'avait entendue des dizaines de fois dans ce maudit conservatoire, quand il venait harceler Antoine Gauthier. Comment cette fille pouvait-elle la connaître? Et pourquoi avait-il soudain l'impression d'avoir déjà vu ce visage? Un détail le frappa, la façon dont elle penchait la tête en jouant. Exactement comme cette gamine qui traînait toujours dans les jupes de Gauthier, celle qui était censée être morte avec ses parents. Mais non, c'était impossible. Il avait tout vérifié à l'époque. Aucun survivant. Pourtant, cette ressemblance troublante, cette connaissance intime de la composition, Émilie avait réussi à se frayer un chemin jusqu'au premier rang. Elle dévisageait la pianiste avec une intensité fiévreuse, cherchant dans ses traits la confirmation de ce que son cœur savait déjà. Et quand Manon leva brièvement les yeux, leurs regards se croisèrent. Le choc fut immédiat et réciproque. Et 15 années s'effacèrent d'un coup. Manon reconnut instantanément ses yeux verts, cette expression douce et volontaire de sa sœur cadette. Émilie, de son côté, retrouva dans le regard brun de la pianiste la tendresse protectrice de son aînée. « Émilie », articula Manon sans quitter les touches. Manon. Elle se fixait, incapable de bouger, paralysée par l'émotion et l'incrédulité. Comment était-ce possible? Comment le hasard avait-il pu les réunir ici, maintenant, dans ces circonstances? La mélodie atteignait son apogée, et avec elle, l'émotion qui étreignait l'assistance. Plusieurs personnes pleuraient ouvertement, touchées par cette beauté déchirante qui semblait venir du plus profond de l'âme humaine. Nicolas s'était approché à son tour, les yeux brillants de larmes. À 75 ans, il avait cru ne jamais revivre un tel moment musical. Entendre jouer la fille de son ami disparu. Sur le piano même où il l'avait formée, Clara Deveau, Noémie, observait la scène depuis l'entrée de la villa, où elle était arrivée discrètement. Elle avait reconnu ses deux sœurs immédiatement. Malgré les années et les transformations, son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Le moment était venu. Après 15 ans de séparation, les trois sœurs Gauthier allaient enfin se retrouver. Mais d'abord, il fallait que Manon termine sa prestation, car cette mélodie, Cœur de minuit, était bien plus qu'une simple composition. C'était leur hymne familial, leur lien indéfectible. La preuve que l'amour est plus fort que la mort et que certaines musiques ne s'oublient jamais. Les dernières notes s'égrènent dans le silence recueilli. Manon retira ses mains du clavier, épuisée mais libérée d'un poids qu'elle portait depuis 15 ans. L'ovation explosa, longue et nourrie, mais dans ce tonnerre d'applaudissements, seuls comptaient les trois pères Dieu qui se cherchaient et se trouvaient enfin. L'ovation se prolongeait, mais Manon n'entendait plus rien. Le monde s'était réduit à ce visage familier qui la fixait depuis le premier rang, à ses yeux verts qu'elle avait cru perdus à jamais. Émilie, sa petite sœur Émilie, devenue cette femme élégante aux cheveux platines, mais dont l'expression bouleversée révélait la fillette d'autrefois. Les applaudissements finirent par se calmer, et Benoît remonta sur l'estrade, visiblement déstabilisé mais s'efforçant de garder contenance. « Eh bien, voilà une surprise de taille. Notre petite serveuse cache ses talents. » Sa voix sonnait faux, et plusieurs invités remarquèrent sa pâleur inhabituelle. Il tapota nerveusement le microphone avant de reprendre. « Je pense que nous avons tous besoin d'un peu de champagne après cette émotion. La soirée continue. » L'assistance se dispersa progressivement, mais Émilie restait plantée devant le piano, incapable de bouger. Manon descendit lentement du tabouret, ses jambes tremblant encore sous le choc. Madame Laville. Nicolas Barrault s'était approché d'Émilie, son visage grave trahissant une émotion contenue. « Pourriez-vous m'accorder un moment ? Émilie déglutit difficilement. « Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. »« C'est normal, » murmura le maestro, après ce qui vient de se passer. Il jeta un regard vers Manon,
qui était restée près du piano comme si elle ne pouvait s'en détacher. « Vous la reconnaissez, n'est-ce pas » continua-t-il à voix basse. Émilie hocha la tête, incapable de parler. Les fragments de sa mémoire se remettaient en place comme les pièces d'un puzzle longtemps éparpillées. Cette mélodie, ce visage, cette cicatrice, tout concordait avec les images floues qui remontèrent de son enfance. Mademoiselle, André Weber s'était discrètement approché de Manon, qui essuyait ses larmes d'un geste machinal. « Votre interprétation était remarquable. Où avez-vous appris cette composition ?» Manon le dévisagea, encore sous le choc. Il y avait quelque chose de rassurant dans ce vieil homme distingué, une bonté qui transparaissait malgré sa nervosité évidente. Je ne sais pas, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu. Vraiment. André se rapprocha, baissant la voix. Et ce piano, il ne vous dit rien de particulier. Manon posa une main tremblante sur le bord de l'instrument. Si, je crois que c'était celui de mon père. Les mots étaient des sorties tout seuls. Porté par une certitude soudaine qui la surprit elle-même, André ferma les yeux un instant, comme s'il venait de recevoir un coup. « Votre père s'appelait Antoine, n'est-ce pas ?» Le cœur de Manon s'arrêta. « Comment vous ? Qui êtes-vous » Mais André n'eut pas le temps de répondre. Émilie s'était approchée d'eux. Le visage décomposé, mais déterminé, Manon, sa voix était à peine audible. « C'est bien toi ?» Les deux sœurs se faisaient aller face, séparées par 15 années de silence et de mensonges, mais reliées par des liens que rien n'avait pu briser. Émilie, Manon tendit une main hésitante vers le visage de sa sœur. « Mon Dieu, c'est vraiment toi. » « Mesdames, » intervint doucement Nicolas, « peut-être devrions-nous continuer cette conversation ailleurs. » Il avait raison. Autour d'eux, plusieurs invités commençaient à s'intéresser à leur petit groupe. Benoît, occupé à rassurer ses investisseurs, leur jetait des coups d'œil de plus en plus fréquents. « Il y a un bureau au premier étage, » proposa André. « Nous y serons tranquilles. » Ils se dirigèrent discrètement vers l'intérieur de la villa. Manon aurait voulu courir vers sa sœur, la serrer dans ses bras, rattraper 15 années perdues, mais quelque chose la retenait. Peut-être la peur que tout cela ne soit qu'un rêve qui s'effacerait au premier geste brusque. Le bureau de Benoît était somptueux, boiseries précieuses, fauteuils de cuir, et cette vue imprenable sur Lyon qui s'étalait à leurs pieds, mais aucun d'eux ne prêtait attention au décor. « Comment est-ce possible ?» murmura Émilie en s'effondrant dans un fauteuil. « On m'a dit que vous étiez tous morts. Papa, maman, et vous, mes sœurs, tes sœurs, » releva André en s'asseyant face à elle. « Tu te souviens d'avoir eu des sœurs. C'est revenu ce soir. En entendant cette mélodie, en voyant Manon, tout est remonté d'un coup. Nous étions 3. Manon, moi et Noémie, » compléta une voix depuis l'entrée. Ils se retournèrent tous. Clara Deveau se tenait dans l'embrasure. Mais ce n'était plus la secrétaire effacée qu'ils connaissaient. Dans ses yeux brillait une détermination farouche, et son maintien trahissait enfin sa véritable personnalité. Noémie. Émilie se leva d'un bond. « Mais, Clara Deveau n'a jamais existé, » dit la jeune femme en refermant la porte derrière elle. « Je suis Noémie Gauthier, votre petite sœur. » Le silence qui suivit était assourdissant. Manon porta ses mains à sa bouche. Émilie chancela, rattrapée par Nicolas. « 3 ans, reprit Noémie, sa voix tremblant légèrement. 3 ans que je travaille pour l'homme qui a tué nos parents. 3 ans que je dors à quelques mètres d'Émilie sans pouvoir lui dire qui j'étais vraiment. Tuée, Émilie blêmit. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'accident n'en était pas un, grande sœur. Benoît Laville a assassiné papa et maman parce qu'ils refusèrent de lui vendre le conservatoire. André Weber se leva, son masque d'investisseur élégant enfin abandonné. Et il est temps que vous sachiez toute la vérité. Je ne suis pas André Weber. Je m'appelle Albert Garnier. Je suis votre grand-père, le père d'Élodie, votre mère. Manon se laissa tomber dans un fauteuil. Submergée par les révélations qui s'enchaînaient, notre grand-père, mais maman disait que ses parents étaient morts. Je les avais abandonnés, avoua Albert, la voix brisée, quand Élodie était adolescente. J'étais trop pris par mes affaires, mes ambitions. Elle est partie. Elle a refait sa vie avec Antoine. Et quand j'ai voulu me racheter, il était trop tard. Elle ne voulait plus me voir. Il s'approcha de la fenêtre,
contemplant les lumières de la ville. Après leur mort, j'ai tout quitté. J'ai changé d'identité, j'ai reconstruit ma fortune sous un autre nom, et j'ai enquêté, pendant 15 ans. J'ai cherché la vérité sur cette soi-disant accident. Et vous l'avez trouvé, demanda Émilie d'une voix blanche. Nous l'avons trouvé, corrigea Noémie. Ensemble, quand je suis sortie des foyers, à 18 ans, je ne pensais qu'à une chose, venger nos parents et retrouver mes sœurs. J'ai fini par croiser la route de grand-père. Et depuis, nous attendons le bon moment, compléta Nicolas. Car oui, moi aussi je suis dans le secret. Antoine était mon meilleur ami, mon élève le plus doué. Sa mort m'a détruit. Manon essayait d'assimiler toutes ces informations. Sa famille n'était pas morte. Sa famille était là, autour d'elle. Et elle conspirait depuis des années pour obtenir justice. André, demanda-t-elle soudain. Mamie André, elle sait. André Gauthier, rectifia Nicolas avec un sourire ému. Ta tante, la sœur de ton père, elle a pris le nom de Roussel pour te protéger. Ma tante. Les larmes coulèrent maintenant librement sur les joues de Manon. André, cette femme qu'elle avait crue étrangère et qui l'avait sauvée par bonté d'âme, était en réalité sa tante. Toute sa vie était tissée de mensonges destinés à la protéger, et Hélène, l'amie de cœur d'André depuis 40 ans, elle est au courant de tout. Émilie s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. Mon Dieu, je suis mariée avec l'assassin de nos parents. J'ai partagé son lit pendant 5 ans. Noémie s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Tu ne savais pas. Aucune d'entre nous ne le savait. Mais maintenant on va le détruire. On va... Termina Manon, sa voix soudain durcie par une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Albert acquiesça gravement. J'ai toutes les preuves nécessaires. Noémie a collecté pendant 3 ans des documents compromettants, et ce soir, il s'est trahi en sortant le piano de papa, compléta Noémie. Il l'a gardé comme trophée. Ça prouve qu'il savait parfaitement qui était Antoine. Nicolas se dirigea vers la porte. Il faut redescendre avant qu'il ne s'aperçoive de notre absence. Attendez, dit Émilie en se levant. Comment va-t-on ? Ensemble, répondit simplement Manon en prenant la main de sa sœur. Cette fois, nous le faisons ensemble. Les 3 sœurs Gauthier se regardèrent. 15 ans après la tragédie qui les avait séparées, elles étaient enfin réunies, et cette réunion allait sonner le glas de Benoît Laville. Ils redescendirent séparément sur la terrasse, chacun reprenant son rôle avec une maîtrise consommée. Manon retrouva son tablier et ses plateaux, Émilie rejoignit les épouses des notables, Nicolas se mêla aux mélomanes, et Noémie disparut dans l'ombre comme elle savait si bien le faire. Seul Albert Weber resta visible, incarnant parfaitement l'investisseur européen intéressé par le projet. Mais quelque chose avait changé. Une électricité nouvelle flottait dans l'air, une tension palpable que seuls les initiés pouvaient apercevoir. Les 3 sœurs Gauthier étaient enfin réunies, et cette réunion allait bouleverser bien des existences. Benoît circulait parmi ses invités, mais son regard revenait sans cesse vers le petit groupe. Quelque chose clochait. Cette performance au piano l'avait déstabilisé plus qu'il ne voulait l'admettre. Cette mélodie, pourquoi lui rappelait-elle de si mauvais souvenirs ? Monsieur Laville ? Il se retourna pour découvrir Nicolas Barrault qui l'observait avec une intensité troublante. « Maître Barrault, quel honneur de vous avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Cette soirée est mémorable, surtout cette performance musicale. Ah oui, la petite serveuse. Plutôt inattendue, n'est-ce pas ?» Nicolas ne répondit pas immédiatement, savourant le malaise qu'il percevait chez son interlocuteur. Cette composition qu'elle a jouée, Cœur de minuit, vous la connaissiez ? Benoît se raidit imperceptiblement. Non, pas du tout, pourquoi ? C'est étrange. C'était l'une des œuvres d'Antoine Gauthier, vous savez, le musicien qui possédait le conservatoire que vous avez fait démolir, celui qui est mort dans cet accident. Le sourire de Benoît se figea. Je ne vois pas le rapport. Oh, il n'y en a peut-être aucun, simple coïncidence. Mais voyez-vous, Antoine était un ami très cher. Sa mort m'a beaucoup affecté. Nicolas marqua une pause, laissant planer le silence. Surtout les circonstances. Ces freins qui lâchent mystérieusement sur une route qu'il connaissait par cœur. Les accidents arrivent, maître Barrault. C'est la vie, certainement. Mais Antoine était très méticuleux avec sa voiture. Il la faisait réviser religieusement tous les 3 mois. Curieux.
Cette défaillance mécanique juste après votre désaccord commercial. Benoît sentit la sueur perler dans son dos. Ce vieux fou savait-il quelque chose? Impossible. Il avait pris toutes les précautions à l'époque. Je pense que vous divaguez, maître. L'émotion, sans doute. Peut-être. Ou peut-être que la vérité finit toujours par éclater. Comme ce soir, par exemple. Nicolas s'éloigna, laissant Benoît avec un sentiment de malaise croissant. À quelques mètres de là, Albert Weber engageait la conversation avec d'autres investisseurs, mais ses propos prenaient une tournure particulière. Ce conservatoire qui va être détruit, c'est dommage. J'ai entendu dire qu'il appartenait à une famille de musiciens. Les Gauthier, confirma un homme d'affaires local. Ils sont morts dans un accident il y a 15 ans. Plus personne pour défendre leur patrimoine. Leurs enfants, 3 petites filles, mortes avec eux, paraît-il, tragique. Albert hocha la tête gravement. Et les biens, l'héritage. Récupérés par la ville, puis vendus à la ville, tout légal. Intéressant. Et ces documents de vente, ils sont publics? L'homme haussa les épaules. Bien sûr, pourquoi? Curiosité professionnelle. Dans mon pays, nous sommes très stricts sur les héritages. Il faut parfois des années pour retrouver tous les ayants droit. Albert plantait ses graines de doute avec la précision d'un jardinier expert. Dans quelques jours, ces mêmes hommes se poseraient des questions sur la légalité des acquisitions de Benoît. Pendant ce temps, Manon servait les invités avec un automatisme parfait, mais son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'elle passait près du piano, elle sentait une attraction magnétique. Cet instrument était plus qu'un simple objet. C'était le dernier lien tangible avec son père. Mademoiselle. Elle se retourna pour découvrir une femme élégante, la cinquantaine, qui la regardait avec curiosité. « Votre performance était extraordinaire tout à l'heure. Où avez-vous étudié ? » Nulle part, en fait. Vraiment, c'est surprenant. Vous avez une technique remarquable pour une autodidacte. J'ai eu un bon professeur autrefois. Ah, et qui était-ce ? Manon hésita. Mon père. Il doit être fier de vous. Il est mort. Un silence gêné s'installa. La femme balbutia des excuses et s'éloigna. Mais Manon avait planté une autre graine. Bientôt, les langues se déliraient, les questions se multiplieraient. Émilie, de son côté, observait son mari avec des yeux nouveaux. Chaque geste, chaque parole prenait maintenant une résonance sinistre. Comment avait-elle pu vivre 5 ans avec cet homme sans rien voir, sans rien soupçonner? Tu es bien silencieuse ce soir, remarqua Benoît en s'approchant d'elle. Cette musique m'a remuée. Ah oui, la petite serveuse, plutôt douée, je dois l'admettre. Tu la connaissais? Qui? La serveuse? Bien sûr que non. Pourquoi cette question? Pour rien. Juste, elle me rappelle quelqu'un. Benoît la dévisagea avec attention. Émilie avait été étrange toute la soirée. Depuis la performance au piano, elle semblait ailleurs, préoccupée. Quelqu'un, qui? Je ne sais pas. C'est flou. Tu devrais boire moins de champagne, ma chérie. Ça te donne des idées bizarres. Il s'éloigna, mais Émilie perçut l'agacement dans sa voix. Pour la première fois de leur mariage, elle avait réussi à le déstabiliser. Noémie, invisible dans son rôle de secrétaire efficace, coordonnait discrètement les opérations. Un regard à Albert, un signe de tête à Nicolas, un sourire imperceptible à ses sœurs. Tout se mettait en place. Elle avait attendu ce moment pendant 3 ans, 3 années, à supporter la proximité de cet homme, à feindre l'admiration pour son génie des affaires, à taper ses lettres de menace, à organiser ses rendez-vous de corruption. Mais chaque document copié, chaque conversation enregistrée, chaque preuve collectée l'avait rapproché de ce jour. « Clara », Benoît l'interpella. « Vous avez préparé les contrats pour lundi. Tout est prêt, monsieur Laville. Parfait. Cette soirée marque un tournant pour nos affaires. J'en suis certaine. Si seulement il savait à quel point elle disait vrai. » La soirée touchait à sa fin. Les invités commençaient à prendre congé, satisfaits de cette réception réussie. Benoît se félicitait du succès de son événement, ignorant que les graines de sa destruction venaient d'être semées. « Monsieur Weber, j'espère que cette soirée vous a convaincu ?» demanda-t-il à Albert. « Absolument. Votre projet est fascinant. J'aurai quelques questions techniques à vous poser dans les jours qui viennent. » « Bien sûr, Clara organisera nos rendez-vous. »« Parfait. Et merci pour cette soirée mémorable.
Cette jeune pianiste était remarquable. N'est-ce pas? Dommage qu'elle ne soit qu'une serveuse. Avec un tel talent, le talent finit toujours par être reconnu, monsieur Laville. Toujours. Albert partit, laissant Benoît avec cette sensation désagréable que quelque chose lui échappait. Les équipes de service débarrassèrent la terrasse. Manon aida à replier les nappes, à ranger les verres, à nettoyer. Mais quand vint le moment de déplacer le piano, elle ne put s'empêcher de poser une dernière fois ses mains sur les touches. « Il faut y aller, ma belle », dit doucement Hélène en s'approchant. « Je sais, c'est juste. Je comprends. Mais ce n'est qu'un début. » Manon acquiesça et suivit l'équipe vers les camions. En se retournant une dernière fois, elle croisa le regard d'Émilie, qui l'observait depuis une fenêtre. Elles se sourirent, complices malgré la distance. Dans sa voiture, Noémie envoya un message crypté. Phase 1 accomplie. Rendez-vous demain, même heure. La machination était en marche, après 15 ans d'attente. Les sœurs Gauthier allaient enfin obtenir justice. Benoît Laville dormait encore tranquille cette nuit-là. Mais c'était la dernière fois, 3 jours après la gala, Benoît Laville se réveilla avec la sensation que quelque chose clochait. Les médias avaient largement couvert l'événement, saluant la réussite de sa soirée, mais des rumeurs étranges commençaient à circuler, des questions sur la légalité de certaines acquisitions, des murmures sur d'anciens propriétaires spoliés, des interrogations sur la providence de sa fortune. Il descendit dans son bureau, nerveux, et découvrit Clara qui l'attendait avec une pile de documents et une expression inhabituellement grave. « Monsieur Laville, j'ai reçu plusieurs appels ce matin, des journalistes, des avocats. Ils posent des questions sur le conservatoire Gauthier. »« Quoi ? Benoît blêmit. Quel genre de questions ? Sur les circonstances de la vente, sur l'accident, sur les héritiers ?» Le sang de Benoît ne fit qu'un tour. « Quels héritiers ? Il n'y en a pas. » Clara, Noémie, le regardaient avec une fausse inquiétude parfaitement jouée. « C'est ce que je leur ai dit. Mais apparemment, un cabinet d'avocats parisiens prétend représenter les ayants droit de la famille Gauthier. »« C'est impossible, » explosa Benoît. « Ils sont tous morts. » C'est ce que nous pensions, effectivement. Le téléphone sonna. Benoît décrocha brutalement. « Quoi ? Monsieur Laville, Maître Durand, cabinet Durand et associés, nous représentons les héritières de feu Antoine Gauthier. Nous aimerions nous entretenir avec vous concernant certaines irrégularités dans l'acquisition de ces biens. Il n'y a aucune irrégularité. Cette vente était parfaitement légale. Certes, mais nos clientes disposent de nouveaux éléments. Seriez-vous disponible cet après-midi ? Vos clientes, qui sont vos clientes, les 3 filles d'Antoine Gauthier, Manon, Émilie et Noémie, bien le bonjour, monsieur Laville. » La ligne se coupa. Benoît resta figé, le combiné à la main, le visage livide. « Monsieur Laville, » Clara feignait l'inquiétude. « Tout va bien. Les filles Gauthier, elles sont vivantes. »« Pardon. » Benoît se laissa tomber dans son fauteuil. L'esprit en déroute. Comment était-ce possible ? Il avait tout vérifié à l'époque. L'accident, les victimes, les certificats de décès. « Monsieur, vous voulez que j'annule vos rendez-vous ? » ?»« Non. » Il se ressaisit brutalement. « Au contraire, appelez mes avocats et trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur ces héritières. » Clara acquiesça et sortit du bureau dans le couloir. Elle ne put réprimer un sourire. Le piège se refermait. Pendant ce temps, dans un café discret du Vieux-Lyon, les 3 sœurs tenaient un conseil avec Albert et Nicolas. Sur la table s'étalaient des dizaines de documents, contrats falsifiés, témoignages, preuves de corruption, enregistrements compromettants. « Il a mordu à l'hameçon », annonça Noémie en raccrochant son téléphone. « Il panique. »« Parfait, » dit Albert. « Maintenant, il va commettre des erreurs. » Émilie, encore pâle depuis les révélations de samedi, fixait les papiers sans vraiment les voir. « Tous ces crimes, comment ai-je pu être aveugle à ce point ? Tu ne pouvais pas savoir, » dit doucement Manon en posant une main sur son bras. « Il t'a manipulé, comme il a manipulé tout le monde. Mais j'étais sa femme, je dormais à côté de lui. Et c'est exactement ce qui va nous permettre de l'achever, » intervint Nicolas. « Tu as eu accès à des informations que nous n'aurions jamais pu obtenir autrement ?» Émilie hocha la tête, se forçant à se concentrer sur leur plan. Elle avait passé les 3 derniers jours à fouiller dans les affaires de Benoît, profitant de ses absences pour photographier des documents, copier des fichiers, collecter des preuves. Chaque découverte renforçait sa détermination et sa dégoût. « Le rendez-vous avec l'avocat ?» demanda Albert. «
Cet après-midi, 15h, cabinet Durand, place Bellecour. Et les médias? J'ai préparé un dossier complet, dit Noémie en tapotant une chemise rouge. Preuves de corruption, chantage, intimidation, de quoi alimenter les journalistes pendant des mois. Il faut aussi penser à l'après, dit Manon. Une fois qu'il sera démasqué, nous devrons prouver notre légitimité sur l'héritage. Albert sortit une autre liasse de papier. Test ADN, acte de naissance retrouvé, témoignages de personnes qui vous ont connus enfants. Tout est là. Vous êtes bien les héritières légitimes d'Antoine et Élodie Gauthier. Nicolas se racla la gorge. Il y a autre chose. Quelque chose que vous devez savoir avant d'aller plus loin. Les 3 sœurs le regardèrent, intriguées par son ton grave. Votre mère, Élodie, elle n'est pas morte dans l'accident. Le silence qui suivit était assourdissant. Émilie porta ses mains à sa bouche. Manon se figea, Noémie blêmit. « Qu'est-ce que vous dites ?» articula finalement Manon. Benoît la retient prisonnière depuis 15 ans, dans une clinique privée en Suisse. Elle est dans le coma, mais elle est vivante. Mon Dieu. Émilie éclata en sanglots. Maman est vivante. Albert acquiesça, les larmes aux yeux. J'ai mis des années à la retrouver. Benoît l'utilise comme police d'assurance. Si jamais ses crimes étaient découverts, il pourrait toujours faire chanter, en menaçant de débrancher les appareils. Ce monstre! Noémie serrait les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Ce monstre la retient depuis 15 ans. Nous la libérerons, promit Nicolas. Mais d'abord, nous devons neutraliser Benoît. Tant qu'il sera libre, elle restera en danger. L'après-midi arriva rapidement. Dans les bureaux feutrés du cabinet Durand, Benoît Laville faisait face à ses démons. Maître Durand, avocat chevronné, étalait méthodiquement les preuves accumulées pendant des années. Comme vous pouvez le constater, monsieur Laville, mes clientes disposent d'éléments troublants concernant les circonstances de la mort de leurs parents. Benoît, flanqué de ses propres avocats, tentait de garder contenance. Ces documents ne prouvent rien, des coïncidences tout au plus. Des coïncidences. Maître Durand sourit froidement. Voyons, le mécanicien qui a saboté les freins et qui est mort dans un accident de chantier 2 semaines plus tard, le témoin de votre altercation avec monsieur Gauthier, retrouvé suicidé le lendemain de sa déposition, l'expert automobile qui a conclu à la défaillance mécanique et qui a acheté une villa sur la Côte d'Azur juste après, vous divaguez. Et bien sûr, il y a cette conversation enregistrée où vous expliquez à votre associé comment éliminer les obstacles gênants. Très instructif. Benoît sentit la sueur perler sur son front. Comment avait-il obtenu cet enregistrement? Il était pourtant certain d'avoir pris toutes les précautions. Vous bluffez. L'avocat actionna un magnétophone. La voix de Benoît emplit la pièce. Gauthier refuse de vendre. Très bien. On va voir s'il est toujours aussi buté après quelques difficultés techniques. Et si ça ne suffit pas, on trouvera d'autres solutions, plus définitives. Le silence qui suivit était écrasant. Benoît regardait l'appareil comme s'il venait de voir un fantôme. Où avez-vous eu ça? Mes clientes ont leurs sources. Nous en avons d'autres, bien sûr. Voulez-vous les entendre? Benoît se leva brutalement, renversant sa chaise. C'est un piège. Vous m'avez tendu un piège. Nous réclamons simplement justice pour nos clients et la restitution des biens spoliés. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Il sortit en claquant la porte. Suivi par ses avocats embarrassés, dans la rue, Benoît appelait fébrilement son téléphone. « Clara, préparez-moi un vol pour la Suisse. Immédiatement. »« La Suisse, monsieur. »« Oui. Et dites au pilote qu'il y a urgence. » Il raccrocha et se dirigea vers sa voiture. S'il voulait jouer, il allait leur montrer qu'il avait encore des cartes en main. Élodie Gauthier était son assurance vie. Tant qu'elle serait sous son contrôle, personne ne pourrait le toucher. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Noémie avait prévu cette réaction. Déjà, des hommes d'Albert se dirigeaient vers la clinique suisse. La partie d'échecs touchait à sa fin, et Benoît venait de jouer son dernier pion. Le jet privé de Benoît fendait les nuages vers la Suisse, mais il était déjà trop tard. À bord, l'homme d'affaires déchu tentait désespérément de joindre la clinique, mais personne ne répondait. Ses mains tremblaient en composant le numéro pour la 10e fois. Au même moment, une voiture roulait sur l'autoroute suisse. Emportant vers leur destin les 3 sœurs Gauthier, Albert et Nicolas, le silence régnait dans l'habitacle. Chacun perdu dans ses pensées, 15 ans après la tragédie, elles allaient enfin revoir leur mère,
La clinique est juste après ce virage, annonça Albert, la voix tendue par l'émotion. L'établissement apparut entre les sapins, moderne, discret, perdu dans la campagne helvétique. Rien ne laissait deviner qu'il abritait l'un des secrets les plus sombres de Benoît Laville. « Comment va-t-on expliquer aux médecins ?» demanda Émilie, nerveuse. « C'est déjà fait, » dit Albert. « Mes avocats leur ont présenté tous les documents prouvant votre filiation. Officiellement, vous venez rendre visite à votre mère dont vous ignoriez l'existence jusqu'à récemment. Le directeur de la clinique, Dr Herman, les attendait dans le hall. C'était un homme âgé, visiblement troublé par les révélations des dernières heures. « Mesdames, monsieur, je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères. Si nous avions su que Madame Dubois était en réalité Élodie Gauthier et que vous étiez ses filles, vous n'êtes pas responsable, docteur, dit gentiment Manon. Vous avez été trompé comme tout le monde. Monsieur Laville nous présentait comme un bienfaiteur anonyme qui prenait en charge les frais d'une parente éloignée. Nous n'avions aucune raison de douter. Comment va-t-elle ? Interrompit Noémie, incapable de supporter plus longtemps les politesses. Le médecin soupira. Son état est complexe. Le coma traumatique initial s'est prolongé bien au-delà de nos prévisions. Mais récemment, nous avons observé des signes encourageants. Des réactions aux stimuli, des mouvements oculaires, comme si quelque chose tentait de la rappeler à la conscience. « Nous pouvons la voir ?» demanda Émilie, la voix brisée. « Bien sûr, mais je dois vous prévenir. 15 ans, c'est long. Elle a beaucoup changé physiquement, et nous ne savons pas comment elle réagira si, quand elle se réveillera, » Ils suivirent le docteur dans les couloirs aseptisés. Chaque pas rapprochait les sœurs de leur retrouvaille, tant attendue. Devant la porte de la chambre 237, ils marquèrent une pause. « Prenez votre temps, » dit Herman. « Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de moi. » Manon poussa doucement la porte. La chambre était baignée d'une lumière douce, et au centre, dans un lit médicalisé, reposait une femme de 47 ans que le temps avait marquée, mais qui gardait cette beauté sereine qui caractérisait les Gauthier. « Maman !» souffla Émilie en s'approchant. Élodie Gauthier dormait paisiblement, reliée à des appareils de monitoring qui témoignaient de sa vie fragile mais persistante. Ses cheveux châtains, striés de mèches grises, encadraient un visage amaigri, mais encore expressif. Ses mains, posées sur les draps blancs, portaient les mêmes longs doigts de pianiste que ses filles. « Elle est si fragile !» murmura Noémie en retenant ses larmes. « Mais elle est vivante !» ajouta Albert, la voix chargée d'émotion. « Ma petite fille est vivante !» Nicolas s'était approché du piano droit installé dans un coin de la chambre. Un détail surprenant dans cet environnement médical. « Dr Herman nous a dit qu'elle réagissait parfois à la musique », expliqua Albert. « Les thérapeutes utilisent ce piano pour essayer de stimuler ses souvenirs. » Manon s'assit au bord du lit et prit délicatement la main de sa mère. À ce contact, Élodie eut un léger mouvement, un frémissement presque imperceptible. « Elle nous sent », murmura-t-elle, émerveillée. Émilie s'installa de l'autre côté, imitant sa sœur. Noémie resta debout, mais elle posait une main tendre sur le front maternel, pour la première fois depuis 15 ans. La famille Gauthier était réunie. « Maman, c'est nous », dit doucement Émilie. « Tes 3 filles. Nous sommes enfin revenus. » Les moniteurs indiquaient une légère accélération du rythme cardiaque. Élodie semblait percevoir leur présence, même dans son sommeil profond. « Parlez-lui », conseilla Nicolas. « Racontez-lui qui vous êtes devenu. Sa conscience endormie vous entend peut-être. » Manon commença, la voix tremblante. « Je suis Manon, maman, ton aînée. J'ai 24 ans maintenant. J'ai arrêté de jouer du piano après l'accident. Mais samedi soir, j'ai rejoué Cœur de minuit. Tu te souviens ? Cette mélodie que papa avait écrite pour nous 3. À la mention de la composition, les paupières d'Élodie frémirent légèrement. « Elle réagit !» s'exclama Noémie. Émilie prit le relais. « Moi, c'est Émilie. J'ai été adoptée par une famille qui m'a fait oublier qui j'étais vraiment. J'ai même épousé l'homme qui nous a fait du mal. Mais maintenant, je sais. Je me souviens de tout. » Noémie s'agenouilla près du lit. « Et moi, je suis Noémie, ta petite dernière. J'ai passé 3 ans à espionner ce monstre pour réunir les preuves de sa culpabilité. Pour te venger, pour nous venger tous. » Les signes vitaux d'Élodie s'intensifiaient progressivement. Le docteur Herman,
qui observait depuis le seuil, s'approcha pour vérifier les appareils. C'est extraordinaire. Elle montre plus de réactivité en quelques minutes qu'en plusieurs mois de thérapie. La musique, suggéra Nicolas. Manon, tu pourrais jouer quelque chose? Manon acquiesça et se dirigea vers le piano. Ses doigts trouvèrent automatiquement les touches, et les premières notes de Chœur de minuit emplirent la chambre. L'effet fut immédiat et saisissant. Élodie ouvrit les yeux, pas complètement, pas clairement, mais ses paupières se soulevèrent, et ses pupilles cherchèrent la source de cette mélodie tant aimée. Un gémissement sourd sortit de sa gorge, le premier son qu'elle émettait depuis des années. Élodie, Albert s'était approché, le visage baigné de larmes. « Ma chérie, tu m'entends ?» Elle tourna lentement la tête vers lui, et dans son regard embué, une lueur de reconnaissance apparut. « Papa », le mot sortit difficilement, mais il était clair. « Oui, ma petite fille, c'est papa. Et regarde qui est là avec moi. » Élodie découvrit ses 3 filles, maintenant adultes. Mais qu'elle reconnut instantanément, ses lèvres tremblèrent, essayant de former des mots. « Mais bébés !» Elles se jetèrent toutes les 3 sur le lit, l'entourant de leurs bras, mêlant leurs larmes et leurs caresses. 15 ans de séparation s'effaçaient en un instant magique. « On pensait que tu étais morte. » Sanglotait Émilie. « On pensait qu'on ne te reverrait jamais. Je vous entendais, » murmura Élodie d'une voix faible mais distincte. « Dans mon sommeil, je vous entendais grandir. » Le docteur Hermann assistait à la scène, médusé, en 30 ans de carrière. Il n'avait jamais vu de réveil si soudain et si complet. « Madame Gauthier, comment vous sentez-vous » Élodie le regarda, encore confuse. « Où suis-je? Depuis combien de temps ?»« 15 ans, maman, » dit doucement Noémie. « Tu as dormi 15 ans. Et Antoine, votre père ?» Le silence qui suivit lui donna la réponse. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues amaigries. « Il est parti, n'est-ce pas ?»« Oui, maman, mais il nous a laissé sa musique. Et vous, il nous a laissé vous. » Élodie ferma les yeux, assimilant lentement la réalité. Quand elle les rouvrit, une détermination nouvelle brillait dans son regard. « Benoît Laville. C'est lui, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a fait ça. Comment tu sais ?» s'étonna Manon. « Je me souviens de l'accident. Ce n'était pas un accident. Il avait tout organisé. Et maintenant, elle regarda ses filles. « Mes chéries, vous avez grandi. Vous êtes devenues si belles. Mais vous avez vécu sans moi, sans votre père. » « Ce n'est plus important, maman, » dit Émilie. « L'important, c'est qu'on soit ensemble maintenant. » « Non. » La voix d'Élodie se durcit. « Il faut qu'il paie. Pour Antoine. Pour nous. Pour toutes ces années volées. » Elle se redressa difficilement, soutenue par ses filles. « Avant l'accident, j'avais caché des documents, des preuves contre lui, dans le conservatoire, dans le double fond du piano de votre père. Il faut les récupérer. » Un bruit de moteur se fit entendre dans la cour de la clinique. Par la fenêtre, ils virent arriver une voiture noire d'où sortit Benoît Laville, le visage défait et furieux. « Il est là, » dit Nicolas. « Il vient chercher son assurance vie. » Élodie sourit faiblement. « Qu'il vienne cette fois. Mes filles, nous l'attendons. Et cette fois, nous sommes prêtes. » Le réveil d'Élodie Gauthier marquait le début de la fin pour Benoît Laville. Après 15 ans de mensonges, la vérité allait enfin triompher. 6 mois plus tard, le soleil d'octobre baignait Lyon d'une lumière dorée qui transformait les façades en pierre blonde en véritables joyaux. Dans le quartier de la Croix-Rousse, une foule nombreuse se pressait devant un bâtiment fraîchement restauré. Au-dessus de l'entrée, une plaque de bronze brillait. Conservatoire Antoine Gauthier, rouvert grâce à ses filles. Manon ajustait nerveusement sa robe noire de concert, observant depuis la fenêtre du premier étage la file d'attente qui s'étendait jusqu'au bout de la rue. Dans quelques minutes, elle monterait sur scène pour inaugurer officiellement la renaissance du lieu qui avait vu naître sa passion musicale. « Tu es prête ?» Émilie apparut dans l'embrasure, resplendissante dans un tailleur élégant depuis son divorce d'avec Benoît. Elle avait retrouvé son nom de naissance et cette simplicité naturelle qui la caractérisait enfant. « Je crois, » répondit Manon en souriant. « C'est étrange de se dire que tout a commencé ici. Dans cette même salle, papa serait fier de nous, » dit Noémie en les rejoignant. « Nous avons réussi à sauver son héritage. » Les 3 sœurs s'étreignirent, comme elles le faisaient désormais chaque fois qu'elles se retrouvaient. 15 ans de séparation les avaient rendues encore plus proches.
chaque moment partagé devenant précieux. « Comment va maman ?» demanda Émilie. « Mieux chaque jour. Les médecins disent qu'elle a fait des progrès remarquables. 6 mois après son réveil. Elle remarche presque normalement. Et psychologiquement, c'est plus difficile. 15 ans de coma, ce n'est pas rien. Mais elle est forte. Et surtout, elle a une motivation, nous voir réussir. » En bas, dans la salle principale, Élodie Gauthier prenait place au premier rang. Aidée par Albert, à 57 ans, elle portait encore les stigmates de sa longue épreuve. Mais ses yeux brillaient de cette fierté maternelle qu'aucune souffrance ne pouvait ternir. « Tu es sûr que ça va aller ?» s'inquiéta Albert en s'installant à ses côtés. « Papa, j'ai attendu 15 ans pour voir mes filles jouer ensemble. Rien ne m'empêchera d'assister à ça. » Nicolas Barrault monta sur scène sous les applaudissements. À 75 ans, le vieux maestro avait retrouvé une vigueur nouvelle depuis la renaissance du conservatoire. Il dirigeait maintenant l'école de musique avec la passion intacte de ses jeunes années. « Mesdames et messieurs, chers amis de la musique, il y a 6 mois, nous pensions ce lieu perdu à jamais, mais grâce au courage et à la détermination de 3 femmes extraordinaires, le conservatoire Antoine Gautier renaît aujourd'hui de ses cendres. » La foule applaudit chaleureusement, dans l'assistance. De nombreux visages familiers, Hélène Moreau, les anciens élèves d'Antoine, des journalistes, des personnalités lyonnaises venues témoigner leur soutien. Antoine Gautier n'était pas seulement un musicien talentueux, il était un homme qui croyait au pouvoir transformateur de la musique. Ses filles ont hérité de cette conviction. Manon dirige aujourd'hui notre département piano, Émilie gère l'administration avec une compétence remarquable, et Noémie, forte de sa formation juridique, veille à ce que justice soit rendue à toutes les victimes de Benoît Laville. À la mention de ce nom, un murmure parcourut l'Assemblée. Le procès de Benoît Laville avait défrayé la chronique. Condamné à la prison à vie pour meurtre, corruption, chantage et séquestration, il purgeait maintenant sa peine dans une cellule où plus personne ne viendrait le chercher. Mais ce soir, nous ne sommes pas là pour parler du passé. Nous sommes là pour célébrer l'avenir. Et cet avenir s'appelle « Les 3 lunes », la composition inachevée d'Antoine que ses filles ont terminée ensemble. Manon, Émilie et Noémie firent à leur entrée sur scène. 3 pianos droits avaient été disposés en triangle, permettant aux sœurs de se voir tout en jouant. L'émotion était palpable dans la salle. « Avant de commencer, » dit Manon en s'approchant du microphone, « nous aimerions dire quelques mots. » Elle prit une profonde inspiration, cherchant Élodie du regard dans l'assistance. « Il y a 6 mois, nous étions 3 inconnus qui menaient des vies séparées. Aujourd'hui, nous sommes redevenus ce que nous n'aurions jamais dû cesser d'être, une famille. » Papa nous a laissé cette mélodie inachevée, reprit Émilie. 3 mouvements pour 3 filles, 3 caractères, 3 destins qui se rejoignent dans l'harmonie. Nous l'avons complétée en y mettant tout notre amour, toute notre douleur et surtout tout notre espoir, conclut Noémie. Car cette musique, c'est notre façon de dire que l'amour est plus fort que la haine, que la famille survit à toutes les épreuves et que certaines mélodies ne meurent jamais. Elles prirent place à leurs instruments respectifs. Dans la salle, le silence était religieux. Même les enfants avaient cessé de bouger. Comme hypnotisés par la solennité du moment, Manon attaqua le premier mouvement, celui qu'Antoine avait écrit pour elle. Mélodie tendre et protectrice, pleine de cette force tranquille qu'elle avait toujours incarnée dans la famille. Ses doigts couraient sur les touches avec une maîtrise retrouvée. 15 ans de silence effacés par la magie des retrouvailles. Émilie prit le relais avec le deuxième mouvement, plus joyeux, plus espiègle, à l'image de la fillette rieuse qu'elle avait été. Mais les sœurs y avaient ajouté des harmonies plus complexes, reflétant les épreuves traversées et la sagesse acquise. Enfin, Noémie entama le 3e mouvement, celui qui n'existait pas du temps d'Antoine, composition entièrement créée par les 3 sœurs. Il évoquait leurs retrouvailles, leur combat pour la justice et leur espoir en l'avenir. Puis vint le moment magique où les 3 pianos se rejoignirent. Les mélodies s'entrelacèrent, se répondaient, se complétaient, créant une harmonie d'une beauté saisissante. Chaque sœur gardait sa personnalité musicale. Mais ensemble, elles formaient un tout indissociable. Dans l'assistance, les larmes coulaient librement. Élodie pleurait de bonheur, Albert de fierté, Nicolas d'émotion artistique pure, Hélène serrait la main d'André, qui avait enfin pu révéler sa véritable identité.
en regardant leur fille accomplir le miracle qu'elles avaient espéré pendant 15 ans, le final de Les Trois Lunes s'éleva vers les voûtes du conservatoire restauré. Les 3 pianos chantaient à l'unisson une mélodie d'une puissance émotionnelle rare, celle de l'amour familial qui transcende la mort et les épreuves. Quand les dernières notes s'éteignirent, le silence dura plusieurs secondes, puis l'ovation explosa, longue, nourrie, interminable. Les 3 sœurs se levèrent, se prirent par la main et saluèrent ensemble. « Merci », dit Manon dans le microphone. « Merci d'être venu célébrer avec nous cette renaissance. Ce conservatoire va revivre grâce à vous tous. Et nous promettons, ajouta Émilie, de transmettre à nos futurs élèves non seulement la technique musicale, mais aussi l'amour de l'art et le respect de ceux qui nous ont précédés. Parce que la musique, conclut Noémie, c'est plus que des notes sur une partition. C'est un langage universel qui unit les cœurs et guérit les blessures. La soirée se prolongea tard dans la nuit. Les invités visitaient les salles restaurées, découvraient les nouvelles installations, s'inscrivaient déjà aux cours qui commenceraient le mois suivant. Sur la terrasse du conservatoire, les 3 sœurs savouraient quelques minutes de tranquillité, contemplant Lyon qui scintillait à leurs pieds. « Tu crois qu'il nous voit ?» demanda Émilie en levant les yeux vers les étoiles. « J'en suis certaine, » répondit Manon. « Et il est fier de nous. Nous avons tenu notre promesse, » ajouta Noémie. « Justice a été rendue, et son héritage perdure. » Élodie les rejoignit, marchant lentement mais sans aide. Elle s'installa entre ses filles, comme autrefois quand elles étaient petites. « Mes chéries, vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Non seulement vous avez sauvé ce lieu, mais vous avez prouvé que l'amour et la justice finissent toujours par triompher. C'était notre devoir, maman, dit Manon, envers papa, envers nous, envers tous ceux qu'il a aidés dans sa vie. » Albert et Nicolas les rejoignirent, portant des coupes de champagne. « Un toast ?» proposa le vieux maestro. « Ah, aux absents qui nous guident, aux présents qui nous soutiennent, et à l'avenir que nous construisons ensemble. Aux 3 lunes, dit Albert en levant sa coupe, qui brillent enfin ensemble dans le ciel de Lyon. Ils trinquèrent sous les étoiles, tandis qu'en contrebas, les derniers invités quittaient le conservatoire en fredonnant la mélodie qu'ils venèrent d'entendre. Car certaines musiques ne s'oublient jamais. Elles traversent les générations, survivent aux épreuves, et ressuscitent quand l'amour les appelle. Le piano qui devait humilier Manon était devenu l'instrument de leur rédemption familiale. Et dans les salles du conservatoire Antoine Gautier, une nouvelle génération d'enfants allait bientôt apprendre que la musique est la plus belle des vengeances, celle qui transforme la douleur en beauté et le silence en symphonie.